D'où vient la vie et comment est-elle apparue sur Terre? Beaucoup d'entre nous se sont déjà posé ces questions. Elles intriguent aussi les scientifiques depuis des siècles. Pourtant, elles n'ont toujours pas de réponse précise. Il faut dire que remonter aux origines de la vie n'est pas facile car il y a peu d'indices. Mais à l'université de Poitiers, des scientifiques mènent l'enquête pour reconstituer la chronologie des événements. Pour essayer de comprendre comment s'est formée la vie sur Terre, il faut d'abord essayer de comprendre les mécanismes qui ont permis de former les molécules qui nous constituent. Ces petites molécules, ce sont par exemple les sucres. On a, nous, dans notre corps, des sucres et en fait, on essaye de chercher ces sucres. On a également les bases de l'ADN. Alors l'ADN, vous savez, c'est l'information génétique qui finalement nous caractérise en tant qu'être humain. On cherche également les petits éléments de cet ADN. Donc tous ces petits éléments, c'est ce qu'on appelle les briques élémentaires du vivant, c'est-à-dire en fait les premières briques qui, une fois réarrangées, permettent de former les molécules, puis les cellules, puis un organisme vivant. Autrement dit, les scientifiques cherchent à comprendre ce qui s'est passé avant la formation de la toute première cellule sur Terre. Plus précisément, ils étudient les conditions physiques et chimiques nécessaires pour que ces briques élémentaires se réarrangent. Ensuite, ils tentent d'en déduire leur provenance. Étaient-elles déjà présentes sur notre planète avant que la vie émerge, ou des météorites les ont-elles apportées depuis l'espace? Alors ce que l'on sait depuis une cinquantaine d'années, c'est qu'il y a beaucoup de molécules qui nous constituent, les biomarqueurs, que l'on trouve dans ces météorites. Vous avez des sucres, vous avez des bases nucléiques, vous avez des petits acides aminés. Ce qui est très récent et que l'on a trouvé ici au laboratoire, c'est qu'il y a aussi des molécules un peu plus complexes qui s'apparentent à des dipeptides. Donc nos briques élémentaires ont commencé à s'associer. Pour aller plus avant, il faut développer de nouvelles techniques pour être sûr de ces résultats et voir si l'ensemble des échantillons qu'on trouve qui viennent de l'espace ont cette signature un peu plus complexe. À l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers, les scientifiques développent donc une sorte de boîte à outils. Ils mettent au point des techniques sophistiquées pour analyser le contenu des échantillons venus de l'espace avec une extrême précision. Alors pour s'assurer que les résultats sont corrects et améliorer les performances des méthodes d'analyse, les chercheurs travaillent avec de vrais échantillons. Au laboratoire, on travaille essentiellement sur les météorites carbonées parce que notre vie, nos biomarqueurs sont absolument fondés sur une chimie du carbone. Tout l'enjeu est de réussir à extraire les molécules emprisonnées dans les météorites, puis de les séparer et d'en déterminer la quantité avec précision, mais sans les dégrader. Il va falloir diviser l'échantillon finement pour avoir une bonne réponse, parce qu'on est à la trace de la trace. Pour avoir cette réponse, on va broyer l'échantillon et on va les extraire avec des techniques qui vont nous permettre d'extraire finement toutes ces molécules, telles que les ultrasons par exemple. Une fois qu'on a l'extrait, on va l'analyser par des techniques de chromatographie, séparer toutes les molécules, puis les détecter en spectrométrie de masse. Jusqu'à maintenant, les scientifiques se sont concentrés uniquement sur les molécules qui constituent le vivant pour tenter de reconstituer le fil de l'histoire. Mais il existe une autre façon de faire, étudier les propriétés caractéristiques de l'émergence du vivant. Cette nouvelle approche s'intègre dans un programme de recherche national lancé en mars 2023 et baptisé Origins. Dans le projet Origine, on va s'intéresser justement à ces propriétés que vont générer les molécules quand elles sont arrangées les unes avec les autres. Par exemple, si je vous prends vous êtes un individu, un organisme vivant, et vous avez pour propriété, par exemple, de bouger, vous avez pour propriété de vous reproduire, d'avoir un métabolisme, etc. Et on va essayer de développer un système analytique qui va nous permettre de mettre en évidence ces propriétés que vont acquérir les molécules quand elles sont réarrangées d'une certaine façon. Il y a en fait des chercheurs qui ont déjà travaillé sur des systèmes, des molécules chimiques qui vont donner certaines propriétés. Donc on va commencer par s'intéresser à ces systèmes, à ces molécules chimiques qui ensemble vont générer des propriétés. Et l'autre objectif aussi de Origine, c'est de créer nous-mêmes ce système chimique qui va pouvoir générer une propriété. Comme on va s'intéresser finalement aux propriétés du vivant et non plus aux molécules qui le constituent, on peut imaginer finalement que d'autres formes de vie basées sur d'autres molécules également existent. Et donc peut-être qu'on peut mettre en évidence des propriétés du vivant ailleurs que sur Terre qui pourraient signifier éventuellement qu'il y a une forme de vie en dehors de la Terre. Justement, revenons sur Terre, car il reste tout un pan de l'histoire du vivant à explorer. D'après les scientifiques, une première forme de vie serait apparue il y a environ 3,5 milliards d'années. Probablement des cellules avec une forme et un fonctionnement relativement simples. Alors comment expliquer l'apparition, plus tard, d'organismes complexes? Et à quoi ressemblaient-ils? À l'IC2MP, d'autres scientifiques tentent de retracer, étape par étape, l'évolution du vivant sur Terre.
Pour y parvenir, des géologues, comme Abderrazak El Albani, étudient les seuls vestiges du passé, c'est-à-dire des sols très anciens formés de roches sédimentaires. Ces roches viennent de différentes localités géographiques. Ici, par exemple, on a tout ce qui vient du Gabon, parce que ça fait au moins une quinzaine d'années qu'on bosse là-bas. On a une partie qui vient de l'Ukraine, mais on a également le Maroc, la Mauritanie, qui sont des sites aussi sur lesquels on travaille depuis plusieurs années. La roche, elle a cette capacité d'emmagasiner tout un tas d'informations. Quand nous, les géologues, mener une enquête, parce qu'on est enquêteurs, pour la faire parler. Et donc, elle peut nous raconter une histoire climatique, une histoire environnementale, une histoire biologique. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, je suis très intéressé, et c'est ma spécialité de travailler sur les roches sédimentaires. Abderrazak El Albani est avant tout un passionné. En 2008, il se rend sur le terrain avec une équipe internationale de chercheurs. Direction la carrière ouverte de Franceville, au Gabon. Elle renferme des roches sédimentaires très anciennes. Leur âge est estimé à 2,1 milliards d'années. En faisant son travail d'échantillonnage, le professeur El Albani découvre une forme intrigante, comme celle-là. Alors, ce que je tiens dans les mains, c'est une roche sédimentaire. Ce sont des argilites noires, riches en matière organique. Et vous voyez l'autre main, en prenant des risques, j'ai un spécimen, vous le voyez, il est ici. Et on voit son empreinte, d'accord? Donc on peut le positionner sur son empreinte, on peut l'enlever, voilà. Et donc ce spécimen, pourquoi il se dégage de sa gangue? Eh bien parce qu'il est minéralisé. La forme atypique de ce spécimen laisse penser à un organisme complexe, c'est-à-dire formé de plusieurs cellules. On parle aussi d'organismes eucaryotes. Pourtant, d'après les scientifiques, ces êtres vivants n'existaient pas il y a moins 2,1 milliards d'années. Les chercheurs ont donc examiné les indices à leur disposition, comme les grandes quantités de zinc mesurées sur place. Les bactéries détestent ça, et si on était dans un monde composé par des formes juste bactéries, pas du tout eucaryotes, il y aura beaucoup moins de zinc. Alors que nous, le vivant, on en a besoin, une certaine dose, pas beaucoup, juste pour nos protéines, et puis après, le reste, l'excès, est évacué. Un autre indice a fait pencher la balance en faveur d'un organisme eucaryote. C'est la diversité de taille et de forme des spécimens trouvés dans seulement 5 mètres d'épaisseur de roche. De cette même carrière, on a sorti pratiquement 16 morphotypes différents, c'est-à-dire morphologies différentes. Et puis par la suite, on a fait des mesures. D'abord, il faut montrer que c'est du vivant. Après, on a comparé avec ce que les bactéries sont capables de créer. Et je vous donne un exemple. Si vous voulez voir l'œuvre d'un monde bactérien, ce n'est pas compliqué. Voilà un exemple. Vous allez avoir des motifs répétitifs, c'est ce qu'on voit dans les marais salants de Vendée ou de Bretagne. C'est des bactéries qui font des lamines en rings concentriques. Ça, c'est de la bactérie. Et si vous comparez avec celui-là, ou comme les autres que vous avez vus, vous allez voir, eh bien, il n'y a pas du tout de colonies bactériennes capables de générer ce genre de forme. Grâce à ce faisceau d'indices, l'équipe de recherche montre qu'il s'agit bien d'organismes eucaryotes. Les chercheurs prouvent ainsi que ces êtres vivants complexes sont apparus 1,5 milliard d'années plus tôt qu'ils ne le pensaient. Leur découverte ne s'arrête pas là, car d'autres roches se sont révélées tout aussi intéressantes. Quand vous êtes sur le terrain, vous avez des roches qui peuvent contenir des spécimens comme celui-ci, où on voit bien les choses, d'accord? Mais parfois, vous pouvez juste avoir des roches où on voit pratiquement pas grand-chose. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, quand on est dans ce cas de figure-là, il ne faut surtout pas les sous-estimer parce qu'on a la chance à l'Université de Poitiers d'avoir un microtomographe qui permet de révéler ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Arnaud Mazurier est ingénieur de recherche à l'Université de Poitiers. Il manie à la perfection ce fameux microtomographe. C'est une technique d'analyse par imagerie de rayons X, qui va permettre d'accéder à la structure interne des matériaux. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant pour les chercheurs pour accéder en 2 et en 3 dimensions à l'organisation interne de leurs objets. Alors, avec cet équipement, on peut analyser une grande variété d'échantillons, que ce soit en taille ou en composition. Des petits échantillons de l'ordre de quelques millimètres à des échantillons centimétriques. Là, dans la machine actuellement, vous avez un petit échantillon de roche qui comprend des fossiles du Gabon, donc 2,1 milliards d'années, mais on l'a utilisé aussi pour analyser différents types de météorites. Alors, comment ça fonctionne? En fait, c'est comme un scanner médical, mais à très haute résolution. Ce qu'on va enregistrer, c'est des radios de notre objet. Notre objet il va tourner sur 360 degrés. Donc, on va avoir toute une série de radios qui va nous permettre de reconstituer vraiment l'objet en 3D. Ce qu'on va reconstruire au final, à partir de toutes ces projections, c'est des séries de coupes de notre échantillon, des coupes virtuelles.
Et toutes ces coupes, on va les compiler et on va voir notre objet vraiment en 3D. Et on va pouvoir accéder à la structure interne, et ce, de manière non destructive. L'objet il reste intact à la fin. Ce qu'on voit à l'écran, c'est toutes les projections qui ont été enregistrées à partir de cette roche, qui semble comme ça assez anodine. Et donc là, je fais tourner notre objet à 360 degrés, en quelque sorte. Tac. Donc c'est toutes ces projections. Et ce qu'on voit à l'intérieur, donc on a des images en niveau de gris, et ce niveau de gris va dépendre du coefficient d'atténuation, en fait, de la matière. Et ce qu'on voit, les éléments qui sont les plus sombres sur ces projections, sont les éléments qui vont le plus atténuer la matière. À partir de ces images, on va pouvoir aller à un niveau plus important dans le détail. On va pouvoir couper notre échantillon et récupérer vraiment des sections virtuelles dans notre échantillon. Par exemple, si on prend le plan qui est rouge ici, je génère une coupe. Hop, on va avoir une coupe au sein de notre échantillon. Alors sur ces coupes aussi en niveau de gris, là par contre l'élément le plus dense qu'on voyait tout à l'heure, c'est l'élément qui est blanc. Alors après on peut faire toute une série de sections comme ça, et donc en les compilant, on va pouvoir reconstituer notre objet en 3 dimensions. En scannant ce petit bout de roche, les scientifiques ont eu la grande surprise de découvrir à l'intérieur des traces de mouvement similaires à celles qu'on peut trouver dans les roches actuelles. Quand on voit des tubes qui partent en position verticale, voire oblique. Et ça, les bactéries et des organismes, j'allais dire, unicellulaires, type cyanobactéries, sont incapables de faire ça. Ça peut voyager en horizontal, oui, pourquoi pas, mais pas en vertical et en oblique. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert la voie à une possibilité d'organismes pluricellulaires qui forment un agrégat, en cas de stress environnemental, manque de nourriture, manque d'oxygène, ou alors carrément un organisme qui a bougé et qui s'est déplacé pour faire une trajectoire comme celle-ci. L'analyse des roches renseigne aussi les scientifiques sur l'environnement de l'époque. Ils peuvent alors en déduire la forme des premiers eucaryotes. On était dans un milieu peu profond, 20-30 mètres, photique, il y a de la lumière, il y a de l'oxygène, vraiment pas profond du tout, dans lequel il y a des organismes qui présentent un corps mou et gélatineux, il n'y a pas de coquilles, et ça vit soit sur le fond, ce qu'on appelle le benthos, comme c'est le cas du spécimen que je viens de montrer. On en a d'autres qui montrent que ça vit à l'interface entre l'eau et le sédiment, mais on en a d'autres, des formes circulaires, qui vivent au lenticulaire, qui vivent dans la colonne d'eau, en flottaison, dans l'eau, et qui se baladent dans la zone photique jusqu'à ce qu'elle meure et après elle chute. Mais tout ce monde-là n'est pas seul, parce qu'il est accompagné d'un monde bactérien. Ils sont utiles pour le vivant parce qu'ils leur apportent, grâce à la photosynthèse, si c'est des cyanobactéries, de l'oxygène. Ça peut apporter également des éléments nutritifs parce qu'il y a des sucres dedans, il y a des protéines. Donc on a un écosystème où on voit tout ce type de fonctionnement, mais dans 100% des cas, ce sont des organismes mous et gélatineux. Petit à petit, les recherches scientifiques nous aident à mieux connaître les premiers habitants de la Terre, leur environnement et leur évolution au cours du temps. Mais l'origine du vivant reste encore bien mystérieuse. Le travail des chercheurs ne s'arrête donc pas là, et ils réservent sans doute encore de belles surprises.